Un panneau de bois de forme irrégulière est peint sur toute sa surface. Il représente un visage de jeune femme aux yeux sombres et à la chevelure noire. Un voile d'or entoure le cou et le haut des épaules. Entrée au Louvre en 1952, cette peinture a été surnommée l'Européenne. En 1889, à Berlin, un Viennois, Theodor Graf, fait sensation en exposant 96 portraits. 2 ans plus tôt, à Er Ubaiyat, en Égypte, des paysans avaient mis à jour une douzaine de fosses contenant des momies avec des portraits peints en guise de visage. Ils venaient de découvrir la nécropole de Philadelphie. Ville établie jadis par les Grecs, Philadelphie est située dans la région du Fayoum, une oasis alimentée par une branche divergente du Nil qui vient se déverser dans un lac. À la même époque, le Britannique William Flinders Petrie fouille près de la pyramide d'Awara et retrouve la nécropole de la ville antique d'Arsinoé. Il exhume plus de 150 momies ou portraits détachés de momies qu'il date des premiers siècles de notre ère. Le Français Albert Jean Gaillet concentre ses recherches sur Antinoé, au bord du Nil, et rapporte des portraits et des suaires peints. Depuis, des panneaux semblables ont été trouvés dans bien d'autres régions d'Égypte. Et avec eux beaucoup d'objets. Bijoux, vases, amulettes, figurines de terre cuite montrant des dieux, des animaux, des musiciens. Collection de petits jouets près de momies d'enfants et même matériel de peinture. Autres trouvailles, des milliers de papyrus et d'ostracas, tessons de poterie servant de manuscrits bon marché. Ces documents écrits, d'une grande variété, informent sur la vie des hommes et des femmes de ce temps. Qui était l'Européenne? Quand vivait-elle? Pourquoi ce portrait? À Pamontes Moros, de la part de sa sœur Sampamontes. Sampamontes salue son frère Pamontes. Je t'ai expédié le corps momifié de ma mère Sénéris avec une tablette accrochée au cou par l'intermédiaire de Galès, fils de Hiérax, sur sa barque et je lui ai payé le fret. Le signe de reconnaissance de la momie est un suaire avec une pièce de couleur rose. Le nom est écrit sur le ventre. Je prie que tu te portes bien, frère. Sur les sarcophages des temps pharaoniques, le visage du défunt n'apparaissait que de façon très stylisée. Une nouvelle façon de présenter les morts née au début du 1er siècle. Les techniques d'embaumement pratiquées et perfectionnées depuis 3000 ans sont conservées. Mais parfois la momie est serrée dans un linceul sur lequel est peint un visage. Ou bien une fenêtre pratiquée dans le cartonnage ou les bandelettes permet d'insérer un masque. Un plastron, un portrait peint. Plus de 60 jours de préparation du corps, des centaines de mètres de bandelettes, l'embaumement coûtait très cher et était réservé aux plus riches. Les momies préparées par les embaumeurs étaient livrées à la famille avec des étiquettes portant le nom du défunt et souvent avec des inscriptions à même les bandelettes ou le cartonnage. Comme ceux des stèles trouvées près des sépultures, la plupart de ces écrits sont en grec. Eipsisi et daimoni. Bonne chance, démon. Artemidor et Eipsisi. Artémidor, bonne chance. Hermione grammatiki. Hermione, maîtresse d'école. Ammonios. Quelques inscriptions sont en démotique, la langue parlée par tous en Égypte. Irène, fille de Silarius.
Depuis la conquête de l'Égypte par Alexandre en 332 avant notre ère, de nombreux colons venus de tout le monde hellénique s'étaient alliés avec des familles égyptiennes. Ils avaient maintenu leur culture et bâti des villes confortables selon des modèles classiques, Arsinoé, Philadelphie. Le suicide de Cléopâtre et la victoire de Rome en 30 avant notre ère mettent fin à la dynastie grecque. L'Égypte devient une province romaine qui vit des crues du Nil et exporte vers Rome blé, lin, olives, huile ou papyrus. Grecs et Romains d'Égypte adoptent en même temps que l'embaumement la croyance en une vie dans l'au-delà, de nombreuses superstitions et les dieux égyptiens qu'ils associent aux leurs. Sérapis, dieu guérisseur, Isis, qui, épouse d'Osiris, devient celle de Sérapis. Sur un linceul, le mort, vêtu d'un manteau grec, est montré entre Anubis, dieu à tête de chacal, et Osiris, figuré en momie. L'Européenne. L'Européenne a été nommée ainsi parce qu'elle a le teint plus pâle et rose que les autres. Faute d'étiquette ou d'inscription, La mélancolique. plusieurs portraits aux types et aux teintes très variés La jeune fille aux bijoux. ont été eux aussi dotés de surnoms. La jeune fille dorée. On a décelé de petites cellules familiales. Hermione est un homme trouvé avec elle. Une mère, Démos, et son enfant. C'est une fille car elle porte un collier de petite lune, symbole de fécondité. Aline, d'après le nom trouvé sur une stèle, et ses deux filles. Un couple riche peut être mari et femme, et de plus frères et sœurs étant donné leur ressemblance. Les Romains et les Grecs d'Égypte avaient aussi adopté cette coutume égyptienne de mariage consanguin qui évitait le partage des terres. Elle porte des émeraudes, de la cornaline, des perles. Lui est un officier de l'armée. Sur sa tunique blanche, le baltéus, un baudrier de cuir noir poinçonné d'or, et le sagum, la cape bleue serrée dans un anneau d'or. Sur le front, une étoile d'or à 7 branches, c'est un grand prêtre du culte de Sérapis. Présenté les épaules nues, celui-ci est peut-être un athlète, à moins qu'il ne s'agisse d'un personnage héroïsé. Hommes et femmes portent la tunique romaine blanche ou de couleur claire, avec 2 bandes aux épaules, les clavis, souvent pourpres. Les femmes portent aussi parfois le pallium. Le grand manteau passé sur les épaules, sous le bras et croisé sur la poitrine. Le vêtement de l'Européenne allie le jaune vif à la pourpre. Elle porte plusieurs riches joyaux, mais ils ne permettent pas une datation aisée. Il pourrait s'agir de bijoux anciens transmis de mère en fille. En revanche, la confrontation des vêtements, des bijoux, des coiffures et leur comparaison avec les bustes conservés dans les grands musées permet parfois de dater les portraits. Ainsi, Hermione est coiffée comme on l'était sous Tibère, entre 14 et 37. C'est un des tout premiers portraits de momies connus. Artémidore est coiffée à la mode de Trajan, entre 98 et 117. L'Européenne, elle, daterait du règne d'Adrien, entre 117 et 138. Le prêtre de Sérapis serait de la génération suivante. Ammonios est coiffé comme l'empereur Geta au début du IIIe siècle. Les derniers portraits, comme la dame à la croix en C, dateraient du milieu du IIIe siècle. Vers cette époque, le christianisme se répand en Égypte, la pratique de l'embaumement se fait plus rare et les portraits de momies disparaissent.
En 1997, l'Européenne a subi plusieurs examens de laboratoire avant d'être restaurée. Le panneau n'était pas arrivé intact au musée. Une galerie d'insectes verticale traversait la chevelure et le visage, touchant l'œil droit. D'autres galeries affectaient les bords. Après les avoir bouchées, un restaurateur avait redonné à ces lacunes un ton local juste. Lors d'une restauration ultérieure, ces repeints avaient été striés de traits obliques et débordants, évoquant peut-être la technique du trateggio, mise à la mode dans les années 50 par les restaurateurs italiens. De plus, un vernis avait été posé sur le portrait en couches épaisses et de façon très inégale. Ce vernis oxydé a été éliminé, ce qui a permis de découvrir la finesse de la technique et l'acuité des reliefs de la couche picturale. Les anciens bouchages des bords, qui s'étaient rétractés et dissociés du bois, ont été supprimés. La vérité archéologique est plus volontiers recherchée aujourd'hui. En revanche, une fois les petites stries éliminées, les restaurations du visage ont été conservées. Leur tonalité a été accordée à l'aide de quelques points de pigments purs, liés par une résine stable et réversible. Le portrait est peint sur une seule planche de bois au fil vertical. Hauteur 42,5 cm. Largeur dans la partie inférieure 24 cm. Dans la partie haute 17 cm. Épaisseur de 1,2 à 1,6 cm. Il s'agit probablement de figuier sycomore, abondant au Fayoum. En Égypte, le bois était très rare. D'autres essences devaient être importées, et le plus souvent les portraits étaient peints sur de minces feuilles de bois d'à peine 2 mm d'épaisseur. Beaucoup se sont désagrégés. Les linceuls ou quelques portraits sont peints à la détrempe. Mais la plupart des panneaux ont été réalisés à l'aide d'une autre technique. Celui de l'Européenne a d'abord été recouvert de fins pigments noirs organiques, peut-être de la suie, mélangés sans doute à une colle de peau. Cette préparation apparaît à nu en haut à gauche. Le liant principal des pigments est la cire d'abeille. La peinture dite à l'encaustique, du grec enkaien brûlé, a pris, croit-on, deux formes. La première consistait à utiliser la cire chaude mêlée au pigment et à divers produits cicatifs. Le mélange devait être étalé très vite et modelé à l'aide d'un outil métallique chauffé ou cauterium, le cautère. La seconde forme aurait utilisé de la cire bouillie avec de l'eau de mer et saponifiée par adjonction de nitre. La matière obtenue était plus malléable et pouvait s'étaler à l'aide du pénicillium, le pinceau. Une tige de bois aux fibres écrasées ou mâchées en plumée terminale, comme celle qu'on a retrouvée dans des sépultures d'époque pharaonique. Le portrait de l'Européenne révèle ces deux formes de travail de la cire. Le fond gris qui cerne le visage, les plis des vêtements, ont été brossés à l'aide de pinceaux de fibres rigides dont la trace est partout bien visible. La chevelure a été travaillée avec un pinceau plus étroit, en touches noires rayonnantes autour du front, pour rendre l'effet des petites mèches tirées vers l'arrière. Des pinceaux minces et souples ont permis de façonner l'épingle à cheveux et les perles des pendants d'oreilles. Le visage, lui, a été modelé à l'aide du cautère. Des petites touches jointives, soulignées en éclairage rasant, fondent entre elles les teintes subtiles de la carnation. Dans la couche, on a décelé 3 colorants rouges. Hématite, ocre rouge, colorant organique, sans doute de la Garance, et 3 colorants jaunes, oxyde de fer, ocre jaune, un sulfate de fer.
Très finement mêlés au blanc de céruse et au noir de carbone, ces seuls pigments ont permis de moduler les rehauts de lumière sur les pommettes et le front, les ombres du nez et de la bouche, les ombres roses du menton et de la joue gauche, la teinte mauve des paupières et des cernes sous les yeux. La couche a aussi été gravée à l'aide d'une sorte de poinçon, le cestrum. Les cils sont suggérés par de petites griffures dans la cire rose, dévoilant le noir de la préparation sous-jacente. Une technique qu'utilisera Rembrandt dans plusieurs autoportraits. Retour au pinceau souple pour quelques traits qui complètent l'illusion, petite touche pour la pointe brillante du nez, éclat humide au-dessus de la lèvre supérieure et sur le charnu de l'autre lèvre, reflet bordant le bas de la pupille, point blanc sur le haut de la pupille, fusion des touches, relief et reflet donnent au visage la qualité tonale, plastique et vivante de la chair. L'ensemble du portrait, composé à partir de quelques pigments seulement et une seule touche de vert dans le bijou pectoral, offre une riche palette chromatique. Dans l'art égyptien antérieur, les personnages étaient peints de profil. Les visages du Fayum sont tous vus de face. La position tout à fait frontale n'est pas la plus gracieuse. Le nez est difficile à représenter. L'expression des yeux perd en personnalité. Le visage paraît trop symétrique. Les peintres adoptent donc souvent une position décalée, épaules de 3/4 et visage un peu détourné. Le nez est ainsi mieux modelé, les yeux différents semblent plus vivants. Parfois, la tête penchée donne encore plus de force à l'expression. Les yeux avaient une grande importance chez les Égyptiens. Même fascination chez les Grecs et les Romains d'Égypte. Les yeux sont toujours très grands, parfois même disproportionnés. Toute l'énergie du visage semble concentrée dans le regard. Le regard est en général dirigé vers le spectateur. Mais il y a des exceptions, dont l'européenne. Dans cette foule de visages, on a cherché des ressemblances, on a tenté de déceler des personnalités d'artistes. Un même peintre, surnommé le peintre L, pourrait être l'auteur de plusieurs portraits sur linceul d'Antinoé. Même main de peintre pour un panneau du musée de Brooklyn et pour un panneau du Paul Getty Museum à Malibu. L'européenne a été rapprochée d'un portrait du musée de Dijon et on a proposé un auteur commun, le peintre A. L'ensemble s'inscrit bien dans ce courant réaliste romain dont on possède tant d'exemples dans la statuaire de cette époque ou même dans ses masques et ses plastrons qui remplacent parfois les portraits peints. Mais pendant 2 siècles et demi, les styles les plus divers coexistent. En même temps qu'Hermione au début du 1er siècle, à l'époque de l'européenne, un siècle plus tard, ou à celle d'Ammonios au début du IIIe siècle, les influences égyptiennes, grecques et romaines se mêlent. Et il nous est difficile aujourd'hui de regarder ces portraits sans penser à certains peintres des âges modernes. Une telle variété a peut-être des origines historiques. Les écrivains grecs ou romains ont rapporté légendes et récits sur des centaines de peintres connus
et même décrit des tableaux célèbres peints sur bois, sur toile ou sur mur. Ombrage, perspective, illusion réaliste, coloris, vérité dans le portrait, tout avait, semble-t-il, déjà été inventé. N'en subsistaient que des mosaïques et quelques peintures murales, telles celles de Rome ou de Pompéi. Des visages de Pompéi présentent de grandes analogies avec des portraits romains d'Égypte qui sont leurs contemporains. Mais, sauf quelques rares exemples, ne subsistent que des débris de tableaux. Les panneaux de momies seraient donc actuellement les seuls témoins de la peinture mobile de l'Antiquité, préservés, comme les corps embaumés, par l'exceptionnelle sécheresse de l'Égypte et par l'enfouissement dans les sables. Et ces quelques centaines de portraits connus ne sont qu'un petit échantillon parmi des milliers d'autres qui se sont délités, ont été jetés après les pillages des tombes ou sont tombés en poussière. L'odeur suave des baumes et des onguents de leurs momies s'en dégage encore après 2000 ans. En 1888, à Awara, Petrie exhume un petit tableau placé près d'une momie. Un visage, en grande partie ruiné, était peint sur une planchette, elle-même encastrée dans un double cadre. Une corde tressée était accrochée aux angles supérieurs du cadre. Il s'agit donc d'un tableau tel qu'il se présentait dans l'Antiquité. Sur le portrait d'Eudémone, on voit les traces des coups de ciseaux maladroits qui ont réduit le format pour l'adapter au cocon de bandelette. Seul le visage d'Irène a intéressé les embaumeurs qui ont enfoui le reste du portrait dans les bandelettes et les onguents. Le panneau de l'Européenne a ses bords verticaux à peine parallèles. En plusieurs endroits, la découpe irrégulière tranche les touches de peinture. Il a été retaillé lui aussi pour être inséré dans une momie, comme le prouvent au revers les restes goudronneux et les fragments de linceul qui sont encore collés. Un élément demeure étrange, le pastron doré. Il est composé de petites feuilles rectangulaires très fines, d'un alliage d'or et d'argent. L'usage d'or est fréquent. Il est découpé en feuilles de myrte et plaqué sur la chevelure, ou bien il simule des bijoux, des parties du visage. Parfois, il entoure ce visage. Des plaques d'or étaient posées sur les yeux et la langue de la momie. Des feuilles d'or sur le visage et sur les membres. Ce métal, qui passait pour préserver de la corruption, avait une fonction magique protectrice. La radiographie de l'Européenne, comme le cliché en lumière ultraviolette, révèle que sous le voile d'or figure bien le reste du portrait. Sur le cou, fin et gracieux, un gros collier de perles. Il est donc possible d'imaginer le tableau tel qu'il se présentait à l'origine, avant que les rites funéraires ne transforment ce portrait de famille en portrait de momie. Eudémone, l'une des momies du Louvre, a le visage d'une toute jeune femme à l'air boudeur. Elle a été radiographiée. Les médecins attribuent en fait ces os à une femme d'une quarantaine d'années. On utilisait ainsi à des fins funéraires des portraits peints de nombreuses années auparavant. Exception, les bébés ou les enfants morts avant l'âge d'être représentés. Le peintre devait alors tenter de leur donner une apparence de vie. Un portrait montre une femme entre deux âges. La radiographie prouve que dans un premier temps, le visage était celui d'une dame très âgée, menton bas, front dégarni, traits creusés. Le peintre l'a rajeuni en réduisant le menton, en adoucissant les traits, ou en cachant le front par des bandeaux de cheveux.
Autre étrangeté, Petrie, à Ouara, avait souvent trouvé ensemble et sans trace de réouverture du tombeau les momies de plusieurs générations d'une même famille. Et ces coûteuses momies étaient parfois ensevelies à même le sable ou empilées par groupes, tête bêche, dans de simples sépultures de briques. Il avait fait d'autres observations. Plusieurs cartonnages étaient usés, surtout du côté des pieds, avec des traces de coups, des signes d'attaque par l'eau ou par les souris, et certains portaient même des graffitis d'enfants. Les Romains d'Italie conservaient dans une pièce spéciale les portraits peints et les bustes de marbre ou de cire de leurs ancêtres, auxquels ils rendaient un culte. Romains et Grecs d'Égypte, pense Petrie, n'auraient-ils pas fait de même en conservant leurs momies de famille alignées debout dans l'atrium de la maison? Des témoignages antiques rapportent que des momies étaient parfois exposées lors des banquets. Un jour, le rituel égyptien, et surtout l'encombrement, poussait un héritier à donner une ultime sépulture à ses momies de famille. Pour gagner de la place dans sa maison, il faisait donc ensevelir tout un groupe à la fois. Ces hommes et ces femmes ne sourient jamais. Ils sont tous graves. Placés dans la fenêtre de leur momie, ce sont des guetteurs mélancoliques. Au moment où cette image d'eux a été saisie, ils étaient dans la plénitude de leur âge. Ils ont mis pour poser leurs plus beaux vêtements, leurs bijoux, mais ils savaient bien quel serait l'usage futur de leurs portraits. Ils savaient que leur image resterait exposée impudiquement pendant des années devant les vivants. Peut-être ces portraits se nommaient-ils déjà portraits de mort ou portraits de momies. Peut-être la séance de pause marquait-elle une étape importante de la vie. Leur regard se coule donc dans cette solennité nécessaire, dans cette gravité rituelle. Ils regardent au-delà de la mort. La seule chose dont ils ne se doutent pas, c'est que leur image aura droit à une autre vie encore, que ce regard venu de si loin surgira un jour des sables pour atteindre bien d'autres destinataires. Et cela, par un dispositif encore plus savant que l'embaumement, mais peut-être d'essence tout aussi religieuse, le musée moderne.